C'est un peu ce que tu fais quand même aujourd'hui, parce qu'avec la CPME, tu reçois des gens, tu discutes, tu crées de l'échange. Bah, c'est formidable de rencontrer des gens nouveaux. C'est ça. C'est-à-dire que travailler tout le temps, APESA, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en Et oui. souffrance aiguë. Ça veut dire quoi? Je te la fais simple. Ouais. Ça veut dire, j'ai planté ma boîte, je vais me tirer une balle dans la tête. Ouais. Si tu devais te lancer dans un autre métier ou une autre activité, que choisirais-tu et pourquoi? Là, tu as 20 ans, tu dois te lancer dans une autre activité. Alors, une autre, hein, j'ai bien dit. C'est trop facile. Ok. Il y a deux activités que j'ai toujours eu envie de mener. La D'accord. première, c'est d'avoir une librairie. Alors, bonjour et bienvenue sur Entrepreneur Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Dupuis, qui est, à l'instant où on parle, président de la CPME Charente, une organisation qui représente et défend les intérêts des petites et moyennes entreprises du département, donc dans le 16, la Charente. En plus donc de son rôle à la CPME, il dirige également l'agence immobilière Dupuis et Dupuis. Et donc, sous ta présidence de la CPME Charente, tu as connu une belle croissance dont nous allons parler, doublant quasiment, si je dis pas de bêtises, le nombre d'adhérents. C'est ça. Tu es aussi très engagé dans des initiatives visant à soutenir les entrepreneurs en difficulté, comme le groupement de prévention agréé. Voilà, dont nous allons également parler au cours de l'interview. Donc aujourd'hui, on va découvrir ton parcours, les motivations que tu as pour tout ça, donc pour ta vision pour les entrepreneurs charentais et apprendre un peu plus sur toi à titre personnel. Tout d'abord, Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais démarrer par ton histoire professionnelle, donc de où tu as démarré, je dirais, adolescent, enfin de 16 à 18 ans, jusqu'à maintenant, quoi. Bah écoute, j'ai fait des études, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai eu mon bac en Gironde, du côté de Vendôme. Mon père était médecin en Gironde. Ok. Et à Cadillac exactement, mais pas à l'hôpital psychiatrique, parce qu'il y a un hôpital psychiatrique. D'accord, ok. On espère. Il était généraliste. Et ensuite, je suis allé à Bordeaux faire des études de droit. D'accord. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai planté 2 ans de médecine avant. Pour faire comme papa, je voulais être médecin. Ok. Et j'ai pas été bon parce que j'étais très jeune à l'époque, j'avais un peu sauté les classes, etc. Du coup, j'ai jamais bien travaillé. D'accord. À ce moment-là, je me suis pas motivé. Ok. Et ça n'est qu'en droit que c'est venu. Donc ensuite, j'ai fait une maîtrise en droit, j'ai fait une spécialisation en sciences criminelles qui m'a jamais servi de ma vie. Ah ouais, d'accord. Et puis ensuite, j'ai passé un examen pour devenir huissier parce que j'avais un pote dont le père était huissier et qui m'a dit t'embête pas à être avocat, magistrat ou etc. Viens bosser chez les huissiers, tu vas voir, c'est cool. Et puis voilà. Donc je suis rentré en stage après 4 ans de droit. D'accord. J'ai passé l'examen d'huissier qui se passait à l'époque après 2 ans de stage. Ouais, d'accord. Donc j'ai fait mon stage à Bordeaux. Et puis après, je suis devenu huissier à Angoulême. Donc quand tu dis stage, c'est combien de temps alors? 4 ans de droit, 2 ans de stage, c'est quoi? C'est sous un format alternant entre le stage et... alors c'est des longues périodes dans les c'est stages? principalement quand même un travail. Ah oui, d'accord. Il y a les cours, à l'époque, ça marchait pas qu'aujourd'hui. À l'époque, les cours étaient le samedi. Ah ouais, d'accord. Donc tu travaillais toute la semaine et tu avais les cours le samedi. Voilà. Et donc j'ai passé l'examen d'huissier, qui est une sorte de concours quand même, c'est assez sélectif. J'ai eu mon examen, ensuite il a fallu trouver donc un endroit pour s'installer. J'ai un peu farfouillé et puis je me suis retrouvé en Charente. Ouais, d'accord. Et donc moi qui étais un peu brandouzeau au départ, qui avait mis du temps à me lancer dans les études, etc. Après, il y en a un jeu avec mes enfants qui est assez sympa, qui est de dire mais moi maintenant les gars, mettez-vous à bosser, parce que moi c'est vrai que j'ai un peu branlé, mais après j'ai fait passer l'examen d'huissier toute ma vie, ce qui est vrai, puisque après avoir été diplômé, je me suis installé ici, et puis j'ai eu de la chance, je me suis retrouvé prof. Donc je donnais des cours aux futurs élèves huissiers, puis ensuite j'ai donné des cours aux huissiers eux-mêmes en formation continue, toute ma vie, enfin, en tout cas toute ma carrière d'huissier. Toute ta carrière. Et je suis très vite devenu examinateur à ces fameux examens d'huissier. Voilà. Ah ok, la boucle est bouclée à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc là tu as fait huissier combien de temps? J'ai fait à peu près 25 ans. Je suis arrivé en
97 en Charente. Je me suis installé en janvier 97. J'ai repris la suite de Maître Fontaine à l'époque. Quand tu dis reprendre la suite, c'est quoi? C'est rachat d'une société? Enfin, comment ça, déjà, ça a quel nom, cette société-là? Enfin, ça a un nom spécifique? À l'époque, j'étais associé. Alors, à l'époque, Maître Fontaine était associé à deux autres personnes qui s'appelaient Filleul et Skurman. D'accord. Et donc, moi, je suis arrivé le troisième. Donc, du coup, de Fontaine, Filleul, Skurman, c'est devenu Filleul, Skurman, Dupuis. Ok, d'accord. Voilà. Et puis après, on s'est rapproché d'une étude à Cognac. Ok. Et on a monté un gros bouclard qui est passé de 15 salariés et 1 million et quelques d'euros de chiffre à 70, un peu plus de salariés et 5 millions de chiffres. Ok. Et puis depuis 2 ans, j'ai arrêté ça donc pour monter une agence. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Voilà. Et comment t'en es arrivé du coup à intégrer la CPME? Donc, Alors en fait, je connaissais le président qui était président il y a une quinzaine d'années, Jean-Claude Duché. D'accord. Il m'a demandé de rentrer au conseil d'administration, donc je suis allé au conseil d'administration un peu. Si tu veux, quand tu es au conseil d'administration, il n'y a pas un engagement quand même très important. Donc j'ai été un peu comme ça, puis ensuite Patrick Laguerche est devenu président. On va dire, je me suis investi un tout petit peu plus, et puis malheureusement, comme tout le monde le sait, Patrick est tombé malade. Du coup, j'ai filé un petit coup de main, et puis donc il est malheureusement décédé il y a 3 ans, et donc je suis devenu président à la suite de ça. Oui. Voilà. Oui. Ok, d'accord. Donc t'es devenu président quand t'avais encore tes fonctions, et t'étais huissier, c'est ça? Ouais, j'étais encore huissier. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Très bien. Là, pour rapidement faire un petit éclaircissement sur ce qu'est la CPME, comment tu le décrirais en quelques mots? Alors en fait, la CPME, avant toute chose, c'est un syndicat. Oui. Faut jamais oublier que c'est un syndicat interprofessionnel, c'est-à-dire qui embrasse toutes les professions, à la différence de ce qu'on appelle les syndicats de branche. Par exemple, la FFB, c'est un syndicat de branche bâtiment. Le GHR, c'est un syndicat de branche restauration, hôtellerie, boîte de nuit, etc. Mobilian, c'est un syndicat de branche véhicule, enfin roulant. Donc nous, on est interprofessionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on coiffe tout ça. Donc on est un syndicat interprofessionnel. Ce qu'il faut pour bien comprendre en fait ce que c'est imaginer les syndicats de salariés représentatifs. Donc nous sommes aussi un syndicat interprofessionnel et représentatif. Et représentatif, ça veut dire qu'il est reconnu par l'État. Donc en fait, côté salarié, il y a 5 syndicats représentatifs, CGT, CFDT, FO, etc. Il y en a 5. Donc par exemple, Sud, que tu connais, qui est très actif, n'est pas un syndicat représentatif. Donc il n'y a pas une discussion directe avec l'État, en tout cas pas sur les schémas de négociation, sur négociation sur les salaires, négociation sur qu'on appelle ça tous les accords collectifs, etc. Et donc le pendant de ces 5 syndicats salariés, c'est 3 syndicats patronaux. Donc en fait, il existe 3 syndicats patronaux qui sont eux aussi représentatifs, donc reconnus par l'État. Il y a le MEDEF que tout le monde connaît. Il y a l'UDP qui est on va dire un plus petit syndicat en nombre, je veux dire, bien sûr, c'est pas un jugement de valeur. Et donc la CPME qui est le 3e de ces 3 syndicats. D'accord. Voilà. Donc bien entendu, comme son nom l'indique et comme tout le monde le sait, nous on représente plutôt les TPE et les PME. Oui, bien sûr. Donc syndicat, représentatif et interprofessionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limite de type d'entreprise, de typologie d'entreprise. Oui, d'accord. Et alors après, un syndicat de patrons, c'est avant toute chose une association qui va soutenir les chefs d'entreprise et les entreprises. Oui, bien sûr. Voilà, ça veut pas dire qu'on soutient les chefs d'entreprise contre les salariés. Évidemment pas, mais même bien au contraire. Non, bien sûr. C'est plutôt par rapport à l'économie générale, au contexte. Nous, on est un syndicat qui soutient le salariat, parce que si on n'a pas de salariés, on n'avance pas. Mais si tu veux, on va dire, ce qui nous caractérise de manière très systématique, c'est que nous, on a parfaite conscience que sans salariés, on n'y arrivera pas. Donc, on défend, on va chercher de l'emploi. On sait qu'on crée de l'emploi.
On sait que on ne transige pas avec des valeurs qui moi personnellement me choquent, mais qui choquent tout le monde. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit à Madame Marceau la première fois que j'ai fait une AG, je lui avais dit, vous leur direz à Paris que nous, les petites boîtes, jamais on se demande si on va embaucher quelqu'un, comment on va l'embaucher, si on a un intérêt à le prendre dans non, nous on embauche. On a besoin de travailler, on embauche. On se demande jamais si on va embaucher parce que c'est une femme, par exemple. Bien Parce sûr, que ouais. peut-être elle pourrait tomber enceinte, mais non. Bien sûr, ouais. Chez nous, ça n'existe pas. Nous, on a besoin de gens pour travailler avec nous et on bosse avec eux et on les protège. Ouais. Tu vois. Donc l'action d'un syndicat, c'est en fait la protection de tout ça. Donc c'est principalement de l'information. Point 1. Point 2, c'est de la représentation. Et point 3, c'est ce que moi j'aime bien mettre en avant. Après, ces deux pôles qui sont absolument majeurs, Oui. c'est la mise en relation, la relation entre les adhérents. entreprises. Parce que si les adhérents et si les entreprises tout court travaillent pas entre elles, je vois pas comment l'économie Fait pas avancer très vite les choses, voilà, c'est donc, ça. le schéma, c'est ça, tu vois. Donc, point 1, on informe, sous multiples formes. Hein. Point 2, on représente dans ce qu'on appelle les mandats. Et point 3, on met en relation. D'où toute une série d'événements que l'on fait et qui nous permettent, comme tu le sais, de nous rencontrer. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, sur ce point, quels sont les principaux défis que tu as pu rencontrer pour faire passer donc de combien d'adhérents c'était dans les 180? Oui, on est à peu près 180. Ah, maintenant, tu vas me dire le chiffre, je sais que c'est plus de 300, mais oui. ça fait qu'évoluer. En fait, on est en train de chercher le 350e. Ah, d'accord, ok. Donc, s'il nous entend, l'entreprise qui nous entend, exactement. chef d'entreprise qui voudrait rejoindre la CPME. Le secrétaire général, Aline Duverger, tient ce compte-là, puisqu'il n'y a pas longtemps, on a dépassé les 300, donc on a lancé 320, 330, etc. Et donc, l'idée, comme on avait fait pour le 250e et pour le 300e, c'est de mettre en avant le 350e. Oui, tout à fait. On va pas être foutu. Ça va être un cadeau pour lui et ça va être nous un moyen de plus de faire rayonner le fait qu'il y a de nombreuses personnes qui adhèrent, tout à fait. Ouais. À tout le monde, y compris aux réseaux sociaux, on est arrivé à 350. Donc la dernière fois qu'on a fait un compte, on était 343, je crois. Okay. Mais ces derniers jours est arrivé un certain nombre de nouveaux adhérents. D'accord. Donc comment dire, je n'en suis pas sûr, mais il n'est pas impossible qu'on soit déjà à 350. Ah ouais, d'accord. Mais je ne connais pas le nom du 350. Okay. Mais en tout cas, si on n'y est pas, on est à 347 tout neuf, quoi. Donc, et par rapport à ça, donc qu'est-ce qui a été j'appelle ça un défi, mais parce que j'imagine que pour toi, ça peut aussi être un défi de faire évoluer la chose. Mais c'est quoi les principaux défis? Moi, je trouve que, bien entendu, il y a tout un tas de données techniques, d'informations, etc. Je le disais tout à l'heure, on va certainement en reparler. Mais pour moi, le marqueur principal, c'est quand même l'évolution du syndicat. C'est-à-dire que plus on sera en nombre, plus on pèsera, plus on donnera d'informations, plus on soutiendra l'entreprise. C'est pas un scoop de dire que en ce moment il y a quand même un peu besoin de soutien. Bien sûr. On est un peu, non seulement la situation économique est pas facile, mais en plus on est dans une incertitude un peu permanente et les jours qui passent en ce moment nous montrent qu'on n'a pas fini d'être dans l'incertitude. Bon, bref, plus on sera de monde et plus on pèsera. Donc plus on rayonnera, plus voilà. Donc pour moi c'est quand même un marqueur fondamental. Alors ça doit pas être l'alpha et l'oméga de tous nos travaux, bien entendu que non. Hein. Mais c'est important et c'est important d'avoir tout type d'entreprise. Je dirais une PME, on va dire que nous notre limite elle est à 500 salariés. Là encore faut pas être focus, j'essaye de pas l'être. Les entreprises de 450 ou 500 salariés en général, elles n'ont pas besoin de nous. Elles n'ont pas besoin d'informations, elles sont staffées en interne, etc. Donc tout ce qu'il faut. Par contre, ces sociétés-là, pour nous, j'ai l'habitude de dire qu'elles font, quand elles adhèrent chez nous, une action civique. Oui, tout à fait. C'est ça l'essentiel. Parce qu'en réalité, pour peser, il faut qu'on récupère des adhérents, donc un peu d'argent, qu'on fait remonter à Paris. À Paris, il y a, mais comme pour les autres syndicats, bien entendu, et d'ailleurs on est beaucoup plus souvent d'accord les uns avec les autres que ce que les médias veulent bien laisser entendre, ça remonte à Paris, là-haut il y a du lobbying, il y a des gens qui bossent, il y a des juristes, il y a tout ça, et en fait on agit sur la sphère publique nationale au profit des entreprises. Malheureusement souvent
en défense, je vais te dire pourquoi D'accord. j'appelle ça comme ça, et quelquefois en attaque. Alors c'est peut-être un vocabulaire un peu belliqueux, mais l'idée de dire qu'on est en défense, Ouais. c'est un texte sort, et très vite on se rend compte que c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Donc l'idée, D'accord. c'est d'essayer de faire amender ce texte. Donc Oui. on est en défense. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, de manière très générale, quand le gouvernement Barnier est arrivé, Oui. le discours ça a été on va taper sur les gros. Bon, déjà taper sur l'entreprise, c'est quelque chose qui me dérange un peu, Tout à fait. mais bon, on va taper sur les gros. Puis finalement, en fait, quand tu découpes les PLF, enfin le projet de loi de finances et Ouais. le projet de loi de finances Sécu, tu te rends compte qu'en réalité, il y a tout un tas de textes qui vont peut-être taper sur les gros, mais aussi taper sur les petits. Et on a besoin de ça en ce moment. C'est Et clair. donc, et alors après, pour aller dans le détail, je Ouais. te donne un exemple, Ouais. la facturation électronique, qui a plusieurs défauts. Ouais. Le premier défaut, il est philosophique, c'est-à-dire qu'en fait, on va émettre de la facture qui va remonter dans les services, administratifs. Ouais. Et donc, quand toi, tu vas acheter une lampe pour la mettre ici, l'État va savoir que tu as acheté une lampe. Ouais, tout à fait. En fait, on va savoir beaucoup de choses. Sur les entreprises. En termes d'autonomie, ça me dérange un tout petit peu, et je suis pas le seul que ça dérange. Ça, c'est un premier point. Oui. Le second point, c'est que l'État devait prendre en charge l'action par laquelle, via un logiciel, on récupère ces factures. Et en fait, non. Ça va être pris en charge par le privé. Donc évidemment, tu en conclus quoi? Que l'entreprise va payer pour pouvoir transmettre ses factures. Donc elle n'est pas obligatoirement contente de transmettre sa facture, et en plus il va falloir qu'elle paye pour le faire. Donc si ça, c'est une évolution qu'on n'accepte pas, clairement. Donc on se bat, on est en défense, c'est-à-dire qu'on dit, ok, la facture électronique, vous nous avez dit ça, finalement c'est ça, payé plus par l'État, mais par nous. Donc on essaye d'obtenir mieux. Et Tu vois l'idée. sûr, ouais. Et alors ça, multiplié à l'envie. Je veux dire, il y a toute une série de textes qui nous vont pas, Ouais. et donc pour lesquels on se bat. Bien sûr. À l'époque qu'on appelait ça là, les prêts lorsqu'on a eu le Covid. Ah, prêt à taux zéro. Tout ça. Non. tu vois On a refinancé, tu sais, on a aidé les entreprises en donnant des prêts. Les PGE. PGE, oui, PGE. prêt garanti État. Ouais. Voilà, les prêts garantis par l'État. Oui. Comme tu le sais, ils étaient prévus pour être remboursés sur une année. C'était sur une année, ouais. Non, moi je l'avais pas fait à l'époque pour les sociétés, ouais. Et c'est vrai que beaucoup l'ont fait. c'était sur un an. Ouais. En l'occurrence, tu avais droit. Le principe, c'était d'emprunter à peu près 25% de ton chiffre. D'accord. Donc, si tu veux, moi, dans ma boîte à l'époque, j'ai quand même fait un prêt de plus d'1 million d'euros, quoi. Et donc, en fait, le principe, c'était on devait le rembourser sur un an. Et puis finalement, on s'est battu, et la CPME a obtenu 2, et puis finalement ensuite il y a eu des moyens de payer plus tranquillement tout ça. Et on est bien d'accord que quand tu parles du coup du fait que ça aide les entreprises, ça aide pas bien sûr que celles qui sont adhérentes à la CPME, mais toutes les entreprises. Bien entendu. C'est évidemment. Le principe. C'est pour ça que je dis action civique. Ouais. Alors pour tout à revenir fait. là-dessus, je reviendrai après sur ce qu'on fait en attaque, mais pour revenir là-dessus, le principe quand moi je dis à une boîte faites-le, vous ferez une action civique. Ouais. C'est-à-dire qu'une boîte qui a 100 salariés, on en a un certain nombre, Ouais. ces boîtes-là, elles savent ou elles pensent qu'elles n'ont pas besoin de nous pour l'information, pour la représenter, etc. Parce elles ont un DRH, elles ont un DAF, elles ont, etc. En réalité, on peut les aider. Mais moi, je leur dis, je vous fais payer une cotisation qui va être infime par rapport à votre chiffre d'affaires. Ouais. Par contre, vous faites une action civique parce que vous nous donnez les moyens de défendre Tout à fait. un certain nombre de projets ou d'être en défense sur les projets, comme Ouais. je viens de l'indiquer. Et ça profite à tout le monde. Ouais, bien sûr. Parce que adhérent, pas adhérent, ça change rien. Je veux dire, les PGE, ça a été 2 ans obtenus pour tout le monde. Enfin, on fait pas, tu te doutes bien qu'on fait pas Mais bien sûr, des bien textes sûr. pour la Évidemment, CPME, des textes évidemment, pour le BNL, évidemment. des textes pour l'UDP, Évidemment. voilà. Donc en réalité, il y a une action civique et c'est important. Tu sais, la CPME, comme tous les syndicats, a des partenaires. Ouais. Ces partenaires qui peuvent être bancaires, etc. Ceux-là, on leur fait pas payer une cotisation parce que c'est une boîte nationale, elle va pas payer une cotisation à la CPME 16, même s'il y a certaines antennes
locales qui peuvent payer des cotisations, mais le principe c'est que une banque nationale va pas payer des cotisations. Par contre, elle nous aide en étant partenaire et bien sûr, versant une somme. Ouais, et par contre, en contrepartie, elles viennent éventuellement dans nos événements se présenter, où on fait un dîner, un déjeuner, etc. Chacun sait se présenter. Voilà. Et donc, si tu veux, on a parlé donc de défense, et puis on peut aussi parler d'attaque, parce que effectivement, tous les ans, la CPME, à nouveau comme les autres, réfléchit à des évolutions positives, et donc on essaye de faire passer des messages pour obtenir des textes. Voilà. Le principe, si tu veux, qui est à mon avis fondamental, c'est que la CPME ne fait pas, la CPME, je sais pas, ceci, je vais pas parler pour le MEDEF, mais la CPME ne fait pas de politique. Pas du tout de politique. C'est-à-dire que le président de la CPME et le staff CPME a une vision très simple et claire là-dessus. Nous, on défend les entreprises. Ce qui est bien pour l'entreprise, on le défend. Ce qui est mal pour l'entreprise, on l'attaque. Voilà. Mais on fait pas de politique. Donc on n'appelle pas à voter pour Pierre-Paul Jacques. On n'appelle pas à ne pas voter pour Pierre-Paul Jacques. Ok, très bien. En gros, voilà. Très bien pour cette partie-là. J'aimerais venir sur un sujet par rapport à ce que je disais dans l'intro, le groupement de prévention agréé. Déjà, globalement, expliquer ce que c'est avant qu'on en parle un peu plus avant. Alors, le GPA, donc on l'appelle GPA. GPA. Le GPA est l'émanation d'un regroupement entre la CPME et une association qui s'appelle EG. Et EG, en Charente je parle, je t'expliquerai ensuite au niveau national. EG est une association de jeunes retraités chefs d'entreprise. C'est-à-dire des chefs d'entreprise ou des cadres qui viennent de partir à la retraite. Et donc la CPME et EG, sous l'égide de Patrick Laguerche, donc le président avant moi, dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'Éric Laroche qui a beaucoup œuvré, qui œuvre toujours beaucoup pour le GPA, a été créé en Charente sur la base d'une création qui s'était faite en Centre Val-de-Loire, je crois. Donc le seul endroit en France où ça existait déjà. Et cette association, elle s'appuie sur un texte du Code de commerce. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'intervenir le plus tôt possible pour aider une entreprise qui se trouve principalement en petite difficulté. Nous avons en Charente une vingtaine d'experts, jeunes retraités. À titre personnel, je milite pour qu'il n'y ait pas que des retraités. Mais simplement, on fait très attention aux éventuels conflits d'intérêts. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que le retraité, c'est pratique, il est plus en activité. Et puis, on défend les entreprises avec un principe absolu qui est celui de confidentialité. Bien sûr. Donc, moi-même qui suis président du GPA 16, dans 90% des cas, je ne sais pas qu'on va soutenir telle ou telle entreprise. Il n'y a pas longtemps, dans un repas avec un groupement d'entreprises, on a discuté et un des intervenants me dit Monsieur Dupuis, en tout cas merci beaucoup parce que avec le GPA, te remercie en tant que président. Je lui dis écoutez, je suis président, j'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'on vous avait aidé. Donc tu vois, le principe c'est ça. Confidentialité avant tout. Confidentialité. Très bien. Et alors si tu veux, ce qui fait le GPA Charente dans son originalité, c'est que on a été très longtemps le seul GPA de Nouvelle-Aquitaine. On a démarré avant les autres. On a aidé à la formation des GPA dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Super. Donc aujourd'hui, sur 12 départements, il y en a 11 qui ont un GPA. Il y en a plus qu'un qui doit rentrer dans le principe, et ça va se faire un jour ou l'autre. Jusqu'à l'année dernière, on a traité plus d'entreprises en Charente que dans tout le reste de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, c'est en train de se démultiplier. C'est-à-dire qu'on a envoyé des équipes pour former les, entre guillemets, experts. On a aidé à la mise en place de logiciels. On a fait des modèles de formation et on est allé former les équipes pour créer les GPA et pour aider les entreprises. Et voilà. Et si tu veux, le principe absolu de tout ça, c'est
c'est d'être actif tôt. C'est-à-dire, demain, tu viens me voir, toi, chef d'entreprise, en disant, écoutez, voilà, je m'en sors pas pour X raisons. J'ai, par exemple, j'ai beaucoup de commandes, mais j'arrive pas à les gérer. Ou j'ai perdu 2 salariés, je sais pas comment faire. Ça peut être des problèmes liés à l'URSSAF, tous les sujets que côtoie l'entreprise. J'ai du boulot, mais commercialement, je suis pas bon, etc. Nous, on fait intervenir des équipes de 2 dans les entreprises. Donc on se trouve, il faut bien comprendre l'idée, on se trouve très en amont des procédures redressement judiciaire, c'est-à-dire sauvegarde, mandat, évidemment redressement, liquidation judiciaire. On est en amont et on essaye d'éviter bien sûr ça, de relancer des boîtes. Et donc pour te donner une idée, l'année dernière, l'année d'avant, je crois qu'on a traité une 50aine, une 60aine d'entreprises pour 10 € de cotisation annuelle, c'est-à-dire absolument symbolique. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour ça, on cherche du financement de manière récurrente pour continuer à faire vivre ces GPA. Et sur ces 50 boîtes, on va dire, traitées, on en a relancé 40. Il y en a 10 qui malheureusement sont allés au tribunal de commerce. Quand on a une entreprise, donc on détecte que il faudra aller au tribunal de commerce. Mais il y a un accompagnement justement là-dessus, je suppose. On les accompagne. C'est ça qui est incroyable. Jusqu'au tribunal de commerce et je dirais même dans le tribunal de commerce. Voilà. L'idée c'est qu'on rajoute l'humain à la donnée technique, bien entendu. Et d'ailleurs, on travaille sur le schéma GPA. On travaille avec d'autres associations qui sont dans la même mouvance, on va dire sociale entreprise. Enfin moi j'appelle ça sociale entreprise. Il y a par exemple 60 000 rebonds, qui est une association qui permet de relancer un chef d'entreprise qui a un jour déposé le bilan, et qui est, il faut bien le dire, dans notre pays et désœuvré et un peu montré du doigt. C'est à titre personnel, je trouve absolument lamentable, puisque dans d'autres pays, comme tu le sais, quand on plante une boîte, on peut aller jusqu'à te remercier d'avoir créé des emplois, participé au fonctionnement financier de l'État, etc. Tout à fait. Chez nous, c'est encore très compliqué. Chez nous, quand tu déposes le bilan, c'est un peu au bout du canon. Bon. Mais c'est là où justement, je pense, c'est important de dire aux chefs d'entreprise aussi de savoir se livrer et de se faire suivre, mais aussi savoir se livrer, parce que tu sais, moi j'aime bien partir du principe que, en tout cas c'est ma philosophie à moi, de personnel, de dire que si quelque chose m'arrive, ça vient de moi. Juste, j'essaye de me remettre en question et de me dire, je passe par ça, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Et en l'occurrence, en tant que chef d'entreprise, je pense que ça peut être bien parfois de savoir accorder la confiance à d'autres. Et du coup, en l'occurrence, le GPA est fait pour ça. Et en se livrant, on démocratise aussi le fait que c'est possible de liquider, de redresser, parce que tu sais, moi des fois, je découvre, même parmi des clients ou autres, que la boîte est en redressement. Et je savais pas. Et je me dis, attends, j'ai mangé avec lui la semaine dernière, il me l'a pas dit. Et en fait, je me dis que c'est aussi au chef d'entreprise de savoir un peu... C'est un problème humain. Voilà, parce que tu dis dans d'autres pays, mais dans d'autres pays, peut-être que justement en amont, ils en parlent un petit peu plus ouvertement en tant que chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, il a peur de dire ça. Il a peur de dire je vais pas bien. Oui, exactement, c'est vrai. C'est la vie d'une entreprise, d'aller bien, de créer des tas d'emplois, d'être euphorique, qui peut-être à des moments plus compliqués parce que retournement de tendance, que les matériaux sont devenus plus chers, parce que les charges ont augmenté, parce que plein de choses. Et ça va un peu moins bien. Voilà, parce que les taux ont augmenté. Enfin bon, il y a 1000. Mais c'est des choses qui viennent pas de choix du chef d'entreprise. Quand tu parles d'augmentation de matériaux. Quand c'est le choix du chef d'entreprise, ça veut dire qu'il a triché. Voilà, c'est ça. S'il a triché, on n'est pas là pour les sauver. Enfin, on peut sauver la boîte, mais on est comment dire? À un moment donné, c'est plus compliqué dans l'approche humaine. Bien sûr. Évidemment, dans l'immense majorité des cas, c'est juste un problème de stratégie, et puis dans la technique, dans des choses, de difficultés momentanées, etc. Donc, l'idée, c'est on relance. On relance. Et quand on va au tribunal de commerce, on accompagne jusqu'au bout. Donc, je te disais 60 000 rebonds, et je te parle aussi d'APESA. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vente aux enchères il y a... Oui, j'avais pas pu m'y rendre, mais oui, voilà. D'accord. C'était dans ce cadre-là. Dans cette vente aux enchères, on avait rencontré le président d'APESA France. APESA, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Ça veut dire quoi? Je te la fais simple. Ça veut dire, j'ai planté ma boîte, je vais me tirer une balle dans la tête. Ça va pas, je suis au fond du trou. Et nous, on a des gens qui sont capables de détecter ces personnes en difficulté.
même en souffrance aiguë. Ouais. Ces gens-là, on les appelle les sentinelles APESA. D'accord. Donc ce jour-là, quand on a fait cette vente aux enchères, on a reversé 15 000 euros à APESA. D'ailleurs, à l'époque, on avait reversé 10 000 euros à une société qui s'appelle Café Boost, une association, qui s'appelle Café Boost et qui, on va dire, qui aide à la création d'entreprises. Je passe là-dessus. Okay. 15 000 euros à APESA. Ouais. Pour aider les chefs d'entreprise qui sont dans cette souffrance-là, tu vois. Donc, en fait, le GPA, il est là pour aider, il est là pour relancer. On est plutôt côté société. Quand ça va pas, on sait faire appel à nos amis d'APESA ou de 60 000 rebonds pour aider le chef d'entreprise, celui qui a connu que l'entreprise et qui va aujourd'hui devoir se recycler, soit dans l'entreprise, soit dans le salariat, quoi. Tu vois? Ouais, je comprends. Voilà. Donc GPA, c'est tout ça. C'est beaucoup d'aide. Ouais, en fait, c'est de l'humain. Et puis quand t'aides l'entreprise, t'aides les salariés de l'entreprise. Bien sûr. Tout le monde. Et tout ce qui va autour, les partenaires, tout le monde. Parce que c'est des engrenages. Voilà. Donc si tu veux ça, le GPA, c'est vraiment la fierté de la Charente. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une de nos fiertés, vraiment marquée. C'est-à-dire que effectivement, on fait du convivial, on fait des événements, on développe, on fait du réseau social, etc. Mais en même temps, on a notre rôle, bien sûr, notre rôle fondamental de syndicat de soutien. Ouais. Et là, nous, on est extrêmement fiers de ça, puisqu'on est, en fait, on est pilote, on est en avance dans toute la Nouvelle-Aquitaine. On est promoteur de ces soutiens-là. Tu vois. Ouais. Et voilà pourquoi ça compte énormément pour nous. Ouais, tout à fait. Bon, ben incroyable. Ça, c'est génial pour les sociétés, pour les chefs d'entreprise. Ouais. Et il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. Tout à fait. Ça peut être à moi, ça peut être à Eric Laroche, ça peut être à Est-ce qu'il y a un site web, quelque chose où on peut vous trouver, ou réseaux sociaux peut-être, enfin page Facebook ou quelque chose il faut passer en direct parce que nous on oui, mais ils peuvent, par exemple, ils peuvent contacter la CPME. Ils peuvent contacter Charente, la CPME, voilà, on peut avoir le contact comme ça. Ok. On ne va jamais au devant de quelqu'un. Bien sûr. J'ai entendu dire que non, c'est pas du tout l'idée. Okay. L'idée, c'est tu es chef d'entreprise, tu as la volonté de te faire aider. Ouais. Par contre, il faut se faire aider. Enfin, ce que tu disais tout à fait. Voilà, c'est pas. Mais il y a beaucoup de personnes, tu sais, j'en parle souvent dans les interviews, qui osent pas demander de l'aide, etc. Et tu vois, moi, c'est mon petit âge, 28 ans. Enfin, j'estime que je suis pas depuis très longtemps dans les mondes de l'entreprise et tout. Ce qui a fait aujourd'hui que j'ai de nombreux collaborateurs et tout ça, on est en partie vraiment de zéro, c'est que j'ai su demander aux autres souvent de l'aide, que ce soit des partenaires financiers, que ce soit même des fois sur du conseil en recrutement, etc. Et c'est vrai que la CPME est là pour ça. Et du coup, c'est génial. Évidemment qu'on est dans un monde concurrentiel. Oui. Ça n'empêche pas de céder. Tout à fait. Ça n'empêche pas d'échange. C'est pour ça qu'à la CPME, on crée beaucoup d'événements d'échange. Oui. Parce que d'abord, je pense qu'il y a un besoin, parce que tu sais, dans l'évolution 180-350, il n'y a pas juste la CPME, on est bon, c'est génial. Non, mais on est d'accord. Sans doute qu'on pousse au truc. Mais en même temps, il y a besoin de se retrouver et tout ça. Ça, c'est sûr. Mais moi, pour y être et y participer, c'est vrai que à chaque fois, je te le dis, ça fait partie des événements où je suis heureux d'aller. Tu vois, où je me dis, ça va être sympa. Il y a eu un événement dans un hôtel là, récemment à Angoulême, au Mercure. On était combien? Tu le disais tout à l'heure, je crois 120, 130. On était 130 et on a refusé du monde. C'est-à-dire que tous les ans, on a un peu plus. Et ça, c'est typique. Trouver des lieux. Oui, c'est vrai. C'est le rendez-vous de après vacances, après été, tu vois, la rentrée. Et on se trouve que tous les ans, on est un peu plus. Ça veut dire que les gens ont envie de se rencontrer parce que ce soir-là, il n'y a rien. Je fais une bafouille de 3 minutes, enfin, je veux dire, ça intéresse personne. Les gens, ils sont là pour se parler. Non, mais c'est chouette, il y a un bon moment avant le repas où tout le monde se retrouve, un cocktail, tout ça, peut discuter, etc. Et puis franchement, c'est quand même très accessible. Enfin, moi, j'adore, j'arrive comme ça, après un rendez-vous, tu parles à tout le monde, il y a de la sympathie partout, enfin voilà, c'est génial, c'est clair. Et puis, il y a surtout, t'as fait quoi dans ce problème-là, t'as fait quoi, comment t'as géré, etc. Et puis, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ouais, tout à fait. Et tu sais que, moi, c'est titre personnel, mais j'aime bien partager mes expériences au cours des interviews. D'ailleurs, à ce repas-là, à ce dîner-là, j'ai été assis à côté d'un banquier, je citerai pas la banque, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on travaille ensemble et que je ne le connaissais absolument pas. Et tu vois, l'avenue du tutoiement très vite, une personne qui a 20 ans de plus que moi pourtant, mais hyper sympa, etc. Et aujourd'hui on travaille ensemble sur des projets et on avance. Qui a peut-être pas fait que tu avais viré la banque d'avant en plus. Bien sûr, et c'est pour ça que je cite pas, parce que voilà, mais ce que je peux, et bien sûr, et je travaille avec l'autre banque, toujours très bien aussi, et avec une nouvelle en plus qui m'accompagne, qui m'aide, parce que des fois il faut avoir plusieurs partenaires bancaires. Et tu vois, c'est grâce à la CPME, c'est grâce
tout ce que ça peut apporter, et puis au fait que tous les chefs d'entreprise font confiance à la CPME, viennent, etc. Écoute, ça, Tu vois, c'est chouette. Mais c'est pour ça que je partage. C'est ça, exactement. Je vais venir à d'autres questions. Par rapport à l'avenir, Jean-Christophe, l'avenir, du coup, des petites et moyennes entreprises, je dirais plutôt, en Charente. Quelle est ta vision, en fait, et comment tu penses que cela peut se développer? Est-ce qu'il est encore temps d'entreprendre? Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer? Alors, honnêtement, je suis personne pour donner des conseils aux entrepreneurs. Moi, je suis un type qui suis enthousiaste. Oui. J'aime les gens, j'ai envie de les aider. Voilà. Alors, j'ai des tas de défauts. Tu trouveras plein de gens pour te donner tous mes défauts. Peut-être quelquefois j'ai un peu trop d'idées, mais moi je suis là pour aider les gens. Moi je pense que il est toujours temps d'entreprendre. Je veux dire, sans entreprise, l'État s'arrête. Bien sûr. Ça ne peut pas fonctionner sans entreprise. TVA, le plus gros impôt français. Il n'y a plus de salariés. Mais bien sûr, global. Ouais. Il ne faut jamais s'arrêter d'entreprendre. Après, on a des moments plus ou moins difficiles. Ouais. Dans ces moments-là, il faut se regrouper. Il faut essayer de trouver des solutions. Je te donne des exemples. Récemment, il y a eu quelques PSE, des plans sociaux. Je veux dire, nous, on fait tout ce qu'on peut pour récupérer les éléments qui sont, informant des personnels qui peuvent être sur le carreau ou qui pourront être sur le carreau. Et on essaye de proposer à tous nos adhérents des listes non pas de noms bien entendu, mais de profils pour que ces gens-là ne restent pas sur le carreau justement, tu vois. Donc on a une difficulté, elle est plus ou moins ponctuelle, on essaye d'y répondre comme ça. De l'entraide, c'est fondamental. Après, on a aujourd'hui un souci spécifique avec le cognac. Et la CPME se mêlera à toute réunion, chaque fois qu'elle sera informée qu'il y a une réunion, pour essayer d'aider toutes les entreprises, y compris celles qui sont les sous-traitants de cognac, qui certainement souffrent bien autant que les majors du cognac. Et donc, bien entendu, il faut qu'on soit toujours au secours, toujours dans l'information, toujours dans la possibilité de donner des voies de sortie. Tu vois, moi je pense qu'un salarié, il n'est pas figé dans un métier. Tout à fait. Je pense qu'un entrepreneur, il n'est pas figé dans un métier. La preuve, j'en ai fait 2. Tout le monde peut faire 2 métiers, changer de métier, 3, 4, comme ça. Toi-même, tu n'as pas qu'un seul métier. Je veux dire, un entrepreneur, ça doit toujours penser le coup d'après. Donc, essayer de... Voilà. Le problème, c'est qu'il faut sortir un peu la tête du guidon. Je le disais un peu tout à l'heure, tu sais, avant l'interview, je disais que plutôt que d'être au service 100% de son entreprise et de bosser que pour elle comme un acharné, qu'elle soit un peu à ton service aussi, enfin que ton entreprise soit à ton service. C'est un peu une vision, enfin moi c'est un peu ma philosophie aussi, tu vois, c'est d'essayer de savoir déléguer, etc. Mais du coup, tu vois, pour recentrer un peu sur ma question aussi initiale, c'est que ce que j'analyse de ce que tu dis, c'est je pense que c'est important que même un entrepreneur qui démarre dans le monde des entreprises, qui crée sa société ou autre, enfin, en tout cas milieu entreprise, rejoindre la CPME, tu parlais d'informer, etc., c'est justement venir chercher de l'info pour plus vite se structurer, plus vite comprendre, parce que tu vois, moi il y a des fois j'ai mis 2-3 ans à comprendre des choses de l'URSSAF ou des choses qui paraissent simples quand le comptable te le dit en début d'année, mais sauf que peut-être qu'après tu te rends compte que tu t'es versé trop de rémunération et que t'avais pas payé assez d'URSSAF et que non mais tu vois, c'est le grand classique, que moi j'entends tout le temps partout, tu vois, et en fait ça c'est des choses où quand t'es informé, que tu discutes avec d'autres, donc je pense que l'idée de la CPME, le principe absolu, c'est d'être facilitateur. D'informer et d'être facilitateur. Je te prends l'exemple la chape de plomb qui est tombée avec le Covid. À l'époque, Aline envoyait un message par jour. Au moins. On a aidé les entrepreneurs à trouver des masques, on les a aidés à trouver des gants quand il y avait les sujets du quotidien et à chaud qu'il fallait. On leur a aidé à trouver des produits, le nettoyage des mains, etc. On a donné les entrepreneurs, CPME ou pas, qui permettaient de trouver ces éléments, etc. On a donné de l'information sur comment gérer l'entreprise en termes de locaux. On a donné de l'information récurrente. C'est fondamental. Bien sûr. C'est fondamental. Et après l'entrepreneur, l'entreprise
choisi d'utiliser ou non ces éléments, mais en tout cas, il a Personne l'info. n'est obligé. Et ensuite, on fait de manière récurrente 4 ou 5 événements tous les mois. Tous les mois. Et parmi ces événements, la majorité des événements ont un but informatif. Rencontre, certes, mais informatif. Donc, on fait des soirées à thème qu'on appelle la mise en perspective. Et les thèmes sont extrêmement variés. La trésorerie, je sais pas moi, une mise à jour informatique, le soutien informatique avec les attaques cyber, etc. On a fait des soirées, je te donne cet exemple-là, parce qu'il m'avait marqué, sur le traitement des addictions dans les entreprises. C'est-à-dire que tu as un salarié dont tu te rends compte qu'il fume un pétard ou 2 par jour, ou qu'il boit. Bon, je dirais que ça c'est un peu renversé. Aujourd'hui, il boit moins, il fume plus. Mais comment je traite c'est pas monsieur merci dégagez de là, c'est pas ça. C'est pas la meilleure solution, il faut certainement. Être au soutien. Donc nous on fait des soirées. On a fait une soirée sur ce thème-là. On a fait venir des psychologues, on a fait venir la médecine du travail, on a fait venir des policiers, mais spécialistes de la matière et qui sont dans la prévention et pas dans la répression, etc. Ce soir-là, il y avait une trentaine de chefs d'entreprise. Chacun est reparti avec j'ai constaté que j'avais un salarié qui fumait. Point 1, je fais ça. Point 2, je fais ça. Point 3, je fais ça. Point 4, je fais ça. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Nous, on donne de l'information. Donc, on donne de l'information dans des réunions. On donne de l'information par les canaux traditionnels, on va dire, bien sûr par mail et puis par nos infos sur les réseaux. On a un petit réseau social interne entre guillemets qui s'appelle Qui est qui. Tout à fait. Et Qui est qui, ben c'est pareil, c'est de l'information quotidienne. Ça permet de faire passer des CV, ça permet de donner une information législative, ça permet de donner la position de la CPME nationale. Enfin voilà, et bien entendu, ça permet d'informer sur tous nos événements qui sont plus ou moins gros. Et puis on fait aussi des déjeuners, des dîners qui eux ont simple but informatif, c'est-à-dire que un adhérent, on fait aussi des petits déjeuners d'ailleurs. Un adhérent présente sa boîte, présente ses services pendant l'apéritif ou pendant le petit-déj et ensuite on mange ensemble. Il y a cette petite partie conviviale où chacun va pouvoir se présenter, changer une carte, etc. Donc, voilà. Très sympa. C'est toujours dans le but d'avancer positivement, c'est ça. Bien entendu. De toute façon, le monde change. Enfin là, je veux pas envoyer des lapalissades. C'est pour ça que je m'étale pas sur le demain de l'entreprise. D'abord, je pense pas avoir la compétence économique, mais le monde change, il y a des nouveaux métiers, enfin tu es bien placé pour le savoir. Bien sûr, donc il y a des métiers qui petit à petit disparaissent gentiment et les entrepreneurs et les salariés qui y sont associés se doivent de trouver la solution pour demain. Tout à fait. Ben, je pense qu'ils trouveront plus facilement la solution en discuter avec d'autres chefs d'entreprise. Compréhension des besoins généraux, tout ça. Dans leur boîte en train de dire je vais continuer à fabriquer, je sais pas moi, du papier à tabac, quoi. Voilà. Tout à fait. Ok, très bien. Pour revenir rapidement, c'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois, comprendre comment en fait tu arrives à allier du coup ton entreprise actuelle et tes fonctions au sein de la CPME et autres. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Alors là, je vais te dire, il n'y a pas de formule. Beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est toujours fait comme ça. Enfin, d'abord, j'ai pas spécialement eu vocation à être président de la CPME. Je veux dire que c'est un peu arrivé comme ça. Alors, effectivement, tout le monde te dit, mais oui, mais Jean-Christophe, t'aimes ça, etc. Sans doute qu'il y a des moments formidables et je suis ravi que ça progresse, je suis ravi de temps en temps de voir des gens qui sont heureux de passer une soirée, d'avoir eu de l'info, qui nous remercient, etc. Tu retrouves aussi un plaisir et c'est aussi l'objectif, évidemment. Plaisir. Évidemment. Il n'y a pas que du plaisir quand tu es président d'un truc, il y a aussi quelques emmerdes. Voilà. Mais au départ, on n'a pas vocation pour être président de la CPME. Je veux dire, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis président, je fais ce que je peux. J'essaye d'avoir des idées, j'essaye d'entraîner les gens. Enfin, je dirais que je sais ce que je sais pas faire. J'ai 2 salariés, enfin, j'ai pas de salariés. La CPME a 2 salariés qui font très bien ce qu'elles savent très bien faire. Moi, j'essaye de donner des pistes, j'essaye de donner surtout de l'enthousiasme, de l'envie aux membres du conseil d'administration. J'essaye de leur demander d'être plus actifs, j'essaie de leur demander d'aller chercher, voilà. Moi, je suis très dans l'envie, dans l'entraînement. Voilà.
Après, ma vie de tous les jours, c'est effectivement un certain nombre de coups de fil quotidiens, un certain nombre de réunions. Bien entendu, je vais pas à tout. D'ailleurs, aucun adhérent de la CPME va à toutes les réunions de la CPME. C'est bien de le dire. Donc, vous n'avez pas l'obligation d'aller à toutes les réunions de la CPME. Vous pouvez être membre de la CPME sans être obligé et sans être regardé parce que vous n'êtes pas allé à la réunion. On s'en fiche complètement. Bien sûr. D'accord. Vous êtes là pour vous renseigner. Nous, on sera toujours là pour vous aider. Vous êtes là pour nous aider à vous aider et à aider les autres, bien entendu, mais après, il y a zéro obligation. Et à titre personnel, je fais ce que je peux, tout simplement. Quoi. Donc, j'essaye de caler le travail que j'ai. Et tu retrouves quand même du plaisir à avoir donc ta société. Je me souviens plus, tu es associé, c'est ça, avec ta femme, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, oui, voilà, c'est ça. Donc, on travaille tous les deux ensemble. Alors, je rassure tous ceux qui pensent que c'est une connerie. On travaille tous les deux ensemble. Moi, je travaille avec ma femme aussi, sur des ongleries. Moi, j'adore travailler avec ma femme. Elle sait faire des tas de choses. On peut retrouver. Voilà. Encore une fois, chacun ses missions, c'est comme ça généralement que ça fonctionne bien, mais dans n'importe quelle association, même avec un ami. Alors, elle me voit souvent partir à la CPME. Heureusement, elle aussi, elle part de temps en temps. Pour diverses missions associatives, etc. Ok, d'accord. Très bien. Tant que vous avez votre équilibre et tout ça, c'est l'important. Ok. Bon, on arrive à mes petites questions que je pose à chaque fin d'interview. Et si tu pouvais recommander un livre ou un film donc qui t'inspire dans ton parcours professionnel ou personnel, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, écoute, sur ce sujet-là, j'aime beaucoup lire. Mais je suis un peu centré sur un sujet qui fait de moi quelqu'un d'un peu obsédé pour quelques-uns de mes amis, en tout cas pour ma femme. Elle trouve que que je suis un peu trop centré sur la Deuxième Guerre mondiale et particulièrement la Shoah. Moi, je comprends pas la Shoah. Bon, tu me diras, c'est pas original, personne comprend la Shoah, du moins les gens censés. Mais pour aller un peu plus loin, j'essaye de comprendre ce qui a pu se fabriquer pour que ce truc-là aille au bout, que cette chose horrible aille au bout, que des Français dénoncent d'autres Français pour les envoyer dans des camps, le Veldiv, évidemment les camps de concentration, etc. Même si les Français, peut-être certains à l'époque ne savaient pas ça, mais ils voyaient bien quand même que juste parce que t'étais juif, tu partais. Je veux dire, qu'est-ce qui ferait que demain on dise tiens, les gros, on va se les faire. Je dis ça parce que je suis un peu touché par l'affaire, si tu veux. C'est aussi con. T'es quoi? T'es juif. Et moi, je suis gros. Et donc, tous les gros, parce qu'ils prennent plus de place dans les avions, donc ça coûte plus cher, parce qu'ils pèsent plus de place dans les autobus, parce que ça dépense plus de gasoil, on va leur demander, et je te parle pas de ce que ça coûte en plus à la Sécu, donc on va leur demander tous de faire un régime, et ceux qui n'auront pas fait le régime, on va leur faire payer plus à notre truc, voire on va les mettre au banc de la société. Enfin, je veux dire, tu n'accepterais pas. Pourquoi on a accepté ça avec les Juifs? Et je défends pas spécialement les Juifs, parce que moi, je vis dans un monde, je suis certainement très con, mais je vis dans un monde où j'aimerais que tout le monde vive ensemble. J'ai zéro problème avec le fait que dans mon pays, il y a des gens qui soient pas habillés comme moi, qui soient habillés d'une manière plus ou moins traditionnelle. Sincèrement, je comprends pas. Donc, ça fait que, effectivement, depuis assez longtemps, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup, et je m'informe beaucoup sur cette période de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Alors tu me demandes un film, La liste de Schindler, pour moi c'est la base de la base. Oskar Schindler, c'est un Allemand qui était nazi, il portait l'insigne nazi. Il était de la caste nazie, il faisait la bringue avec les officiers nazis, et puis petit à petit, je pense qu'il a compris quand même la folie de ce fonctionnement contre simplement les Juifs, une religion, et petit à petit, via ses usines, il a réussi à
à protéger et à sauver toute une série, des centaines de juifs. Et aujourd'hui encore, les héritiers des gens qui ont été sauvés par Schindler lui rendent encore entre guillemets un culte, vont sur sa tombe, etc. Moi je suis touché par ça, c'est une vraie histoire, que le film est beau, que la musique est belle, etc. Et donc bien entendu ça va avec. J'ai lu beaucoup sur la Shoah. J'ai même écrit j'ai pas écrit sur la Shoah, j'ai écrit un texte où sur le doute en général, et où je me demande si j'aurais été à l'époque bourreau ou résistant, tu vois, parce que c'est facile à dire aujourd'hui. Bien sûr. Évidemment j'aurais été résistant. Moi je suis sûr que j'aurais pas été résistant. Je me dis j'aurais peut-être été refusant, tu vois, ou des groupes d'hommes avec qui j'étais, m'aurait peut-être guidé dans la bonne voie. Mais honnêtement, Maquisard, c'est pas assez courageux. Le vrai résistant, celui qui va poser des bombes, qui va tuer un Allemand, je crois pas. Sincèrement, j'aurais été capable de faire ça, tu vois. Et donc, et je me dis, c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir des idées, mais il faut vivre à cette époque-là pour comprendre. Enfin bon, c'est une période qui me touche beaucoup, et donc je lis, donc je lis bien sûr les super classiques, Primo Levi, etc. Mais si c'est un homme, tu vois. Mais j'ai par exemple beaucoup aimé lire Jorge Semprin, qui est un Espagnol qui a été ministre de la Culture en Espagne, qui a lutté contre le franquisme, et qui a beaucoup écrit parce qu'il a été déporté. Il a beaucoup écrit là-dessus, des livres comme L'écriture ou la vie, ou le mort. Je me rappelle plus du titre du livre, mais si tu veux, l'idée c'est dans les camps, on a utilisé la sépulture d'un mort pour sauver d'autres personnes. Enfin bon, et honnêtement c'est un type qui écrit super bien. Enfin bon, j'ai avalé tous ces bouquins comme j'avale des tas de trucs. Après j'adore lire des bouquins d'espionnage ou les thrillers, etc. Ça c'est plus peut-être pour t'évader, alors que l'autre côté c'est plus que t'es en quête de comprendre tout ça. Je voudrais comprendre. Je veux me rappeler quand même que des gens qui ont des idées comme ça ou qui ont eu des idées comme ça, ça peut pas être neutre. Tout à fait. Je veux pas oublier, je veux que la mémoire se perdure sur ces sujets-là, et je voudrais que demain ça aille un peu mieux, et puis que ça soit plus qu'un mauvais souvenir. Et malheureusement aujourd'hui on n'en est pas là, quoi. Tout à fait. Ok, c'est vraiment bien d'avoir ton avis sur tout ça, et de comprendre un peu ta manière t'as une quête en fait pour comprendre l'histoire et qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, tout ça. Bien entendu que je vais pas avec ma petite personne révolutionner quoi que ce soit, mais mais ça te permet de construire tes idées générales, surtout sur l'humanité, sur la société actuelle, etc. quoi. Ok. Autre question qui est un peu plus personnelle, est-ce que tu as une routine, un rituel, quelque chose que tu fais qui te permet de t'évader, que tu prends plaisir? Alors, sur le temps qui me reste, alors je suis musicien. J'ai joué de la clarinette à partir du moment où j'ai eu une douzaine d'années. Mes parents ont mis à la musique. J'ai fait de la clarinette assez longtemps. J'ai joué dans 2-3 petits orchestres. J'ai fait la première avec mon orchestre de Claude Nougaro. D'accord. Incroyable. C'était extrêmement drôle. Après, je suis un petit clarinettiste. J'ai fait l'armée dans la musique. J'ai eu la chance d'être auditionné à la caserne Nansouty, où était la musique de la 4e région militaire quand j'avais 23 ou 24 ans. Et ça, je savais pas que ça existait. Tu me l'as appris. Et donc, j'ai été pris dans la musique comme 4e clarinette dans l'orchestre de la 4e région militaire. Alors, il y a 4 orchestres comme ça dans toute la France, donc c'est quand même un orchestre de très bonne qualité. C'est pour ça que j'étais 4e clarinette. C'est un peu, les clarinettes sont les violons de l'orchestre symphonique. Donc si tu veux, j'étais pas d'un grand niveau, mais bon, ça m'a permis de faire ce qu'on appelait les prises d'armes, c'est-à-dire que tu joues pour la garden party du colonel, tu défiles en jouant de la musique, et on a même fait des concerts dans des salles de spectacle à Bordeaux à l'époque. Et donc voilà, j'aime ça. Et puis j'ai réussi l'exploit de perdre ma clarinette, je sais pas comment, et j'en suis pas fier. J'espère que je l'ai amené à réparer quelque part et qu'un jour on va me rappeler. En attendant, j'ai basculé sur le sax, parce que j'ai toujours eu envie d'être un peu plus puissant avec la musique, et la clarinette ça me manque un peu de puissance.
j'ai fait jouer à un de mes enfants de la trompette, mais moi j'avais pas la compétence et certainement pas le temps pour apprendre, donc du coup je me suis rabattu sur le sax, qui est quand même le grand frère de la clarinette, quoi. D'accord. Voilà, donc je suis arrivé à faire ça. Et puis sinon, bah tu sais quoi, comme tout le monde peut le voir, j'aime bien avoir des amis, j'aime les gens. Et j'ai plein de qualités, mais j'aime les gens. Donc, plein de défauts, pardon. J'ai pas des qualités, des défauts. Mais ouais, j'aime être avec des copains, j'aime voyager avec des copains. J'aime voyager avec ma femme aussi, parce que ça, elle va me le reprocher sinon. Si tu le dis pas. J'aime vraiment voyager avec ma femme, mais tu le fais ou pas? Oui. Ok, très bien. Mais c'est vrai que oui, la convivialité, c'est la base de tout. Ouais. J'espère des tas d'amis, et j'ai surtout une chance formidable, c'est que je me demande jamais ce que je vais faire dans les 5 minutes qui arrivent. Et ça, je me dis que j'ai croisé dans ma vie tellement de gens qui se demandent, à mon avis, assez souvent ce qu'ils vont faire l'après-midi après avoir mangé, que je me dis que c'est une chance formidable, même si c'est une vie un peu loufoque. Ouais. Ok, très bien. Dernière question de notre interview. Si tu devais te lancer, et t'as pas le choix de répondre à la question, si tu devais te lancer... obligé de... Ouais, si tu devais... Non mais bon, il y a des réponses faciles, j'aimerais bien une réponse un peu constructive. Si tu devais te lancer dans un autre métier ou une autre activité, que choisirais-tu et pourquoi? Là, t'as 20 ans, tu dois te lancer dans une autre activité. Une autre, hein, j'ai bien dit. C'est trop facile. Ok. Il y a 2 activités que j'ai toujours eu envie de mener. La première, c'est d'avoir une librairie. Ah, ok. J'ai rêve de petit adulte. J'ai rêvé de pouvoir un jour acheter la librairie Dariga à Biarritz. D'accord. Qui est une petite librairie qui est genre un peu londonienne, et en dessous il y avait une grande librairie qui est plus ou moins sur le parvis il y a là-bas un casino, donc ça doit être par là. Enfin bref, c'est en plein centre de Biarritz. J'aimais bien aller là-bas, un peu comme tout le monde évidemment, tu te rends compte, tu te lèves le matin et tu conseilles des livres aux gens toute la journée. C'est-à-dire ton boulot, c'est de lire les livres et de trouver les biens et les pas bien, et de dire aux gens, j'ai adoré ce livre, voilà pourquoi, achetez-le. Enfin, c'est un métier de rêve, ça. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième métier, j'ai toujours eu envie d'avoir un hôtel. Ok. Alors, restaurant non, parce que j'ai pas la compétence. Par contre, un hôtel ou des chambres d'hôtes, ça veut dire que tu accueilles des gens nouveaux systématiquement, ça fait des nouveaux échanges. Pour moi, c'est un métier qui me donne l'impression, et je sais que je me trompe, mais qui me donne l'impression de ne pas être un métier, quoi, tu vois. C'est d'être juste, je fais ce que j'ai envie de faire tous les jours, je rencontre des gens nouveaux, je discute avec eux, je leur dis ce que je fais de ma vie, ils me racontent leur vie, je les venir de partout, donc tout horizon. Voilà. C'est génial parce que ce que tu dis, en fait, c'est un peu ce que tu fais quand même aujourd'hui, parce qu'avec la CPME, tu reçois des gens, tu discutes, tu crées de l'échange. C'est formidable de rencontrer des gens nouveaux. C'est ça. C'est-à-dire que travailler tout le temps ou discuter tout le temps que avec les mêmes personnes, c'est chiant, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on s'est à peu près tout dit. C'est-à-dire, je sais ce que tu penses, tu sais ce que je pense. Bon. Et puis c'est sympa même des fois d'inclure une nouvelle personne dans un groupe d'amis ou autre, parce que justement, ça permet de soulever d'autres sujets différents, voir des visions qu'on n'aurait pas soulevées. Exactement. Ok, Jean-Christophe. De toute façon, dans chaque nouveau groupe, tu vas avoir des gens avec qui tu vas avoir des affinités particulières. Alors je veux dire, j'ai fait partie de groupes qui n'avaient pas obligatoirement beaucoup d'intérêt, et pourtant dans ces groupes-là, j'ai rencontré des gens avec qui aujourd'hui je pars en vacances, quoi. Tu vois, donc chaque personne que tu rencontres peut t'amener quelque chose. Ça, c'est pas non plus un scoop, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, on va finir là-dessus. Je trouve ça très sympa. Okay. La librairie. Merci mille fois. Merci à toi, Jean-Christophe, pour ton partage. Ouais, à bientôt. Ciao. Avec plaisir.